Ils m'ont tendu un bracelet comme si j'étais un simple accessoire de décor dans ma propre famille, jaune vif, avec l'inscription « Invitée spectatrice uniquement ». Puis ma mère s'est penchée vers moi, souriant comme si c'était drôle. Ça veut dire pas de nourriture, ma chérie. C'est seulement pour la famille proche. Une famille, fermée, à la fête prénatale de ma sœur, organisée dans une salle pour laquelle j'avais payé la compte. J'ai balayé la pièce du regard, des tables drapées de lin, un buffet de traiteur et des ballons personnalisés avec l'inscription « Baby Girl Jenkins » en feuille d'or rose. Ma carte se trouvait sur la table des cadeaux dans une enveloppe argentée contenant l'obligation d'épargne de $6 200 que j'avais mis un an à constituer pour son avenir. Je me suis approché, je l'ai ramassé et j'ai dit assez fort pour que toute la salle se fige, on dirait que ce ne sera plus nécessaire. Puis j'ai tourné les talons et je suis sorti, le bruit de mes talons résonnant plus fort que la culpabilité de quiconque. Ma sœur m'a appelé. Ma mère a eu un hoquet de surprise. Mon père, bien sûr, a juste dit « Attends, reviens ». Mais je ne l'ai pas fait. Je n'ai même pas sourcillé. Appelez-moi Riley. Et si vous êtes assez courageux, restez à l'écoute. Que feriez-vous si votre propre famille vous traitait comme une étrangère au moment où vous vous montrez la plus généreuse? Je me suis assise dans ma voiture, les mains tremblantes, non pas de tristesse, mais de lucidité. Ce n'était pas seulement le bracelet, c'était tout. Toutes les fois où j'avais prêté de l'argent, où j'étais arrivé en avance, resté tard, où j'avais gardé les enfants gratuitement et jamais demandé de reconnaissance. Et voilà ma récompense, un bracelet de couleur et une tape sur la tête. J'ai conduit jusqu'à chez moi en silence, ressassant les sourires en coin, les chuchotements, la façon dont ma sœur ne m'avait même pas regardé alors que je partais. Et en arrivant à mon appartement, quelque chose en moi a basculé. Pas du chagrin, ni même de la colère. De la résolution. Si je n'étais qu'une spectatrice dans cette famille, alors soit. J'allais observer. Mais ce qui allait suivre? Il ne le verrait jamais venir. Les messages ont commencé ce soir-là. Ma sœur, tu as fait une scène. Ma mère, je ne sais pas ce qui te prend. Mon père, c'était puéril, Riley. Tu as mis toute la famille dans l'embarras. Je n'ai pas répondu. J'ai fixé mon téléphone, puis je l'ai posé face contre table. J'avais déjà supprimé la conversation de groupe, la même où l'on s'attendait toujours à ce que j'envoie de l'argent et que je conduise des heures pour assister à des événements, mais où l'on me désignait encore comme « la célibataire », comme une lettre écarlate. C'est drôle comme j'étais toujours utile jusqu'à ce que je prenne ma défense. Le lendemain matin, j'ai ouvert mon ordinateur portable et je me suis connecté au compte en fiducie. Pas le leur, le mien. Celui que mon grand-père avait discrètement créé pour moi avant de mourir. L'homme que tout le monde disait « perdre la tête » quand il insistait sur le fait que j'étais la seule à jamais s'asseoir et l'écouter. Il s'est avéré qu'il m'a laissé plus que de simples histoires de guerre et des tablettes de chocolat. C'était là, $118 000, intact, qui fructifiait, qui attendait. J'ai souri. Et puis je me suis mis au travail. J'ai réservé un vol pour Denver et je me suis installé dans un hôtel du centre-ville, la même ville où ma cousine Alexis venait de lancer sa société de conseil en événementiel. Et la même cousine qui m'avait dit l'année dernière, si jamais tu en as marre d'être le souffre-douleur de la famille, viens construire quelque chose avec moi. Elle le pensait vraiment. Je suis arrivé à son espace de co-travail le lendemain avec du café et mon portfolio. Elle ne m'a pas posé de questions, elle m'a juste serré dans ses bras et a dit, il était temps. Le vendredi, j'avais un bureau, une liste de clients et quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années, de la valeur. Chez moi, les photos de la fête prénatale ont été publiées sur Facebook. Je n'étais sur aucune d'entre elles, pas même une identification. C'était comme si j'avais été effacé de cette journée. Tant mieux. Qu'ils me découpent de leurs histoires, car le chapitre suivant, je l'écrivais selon mes propres règles. Et ils n'avaient aucune idée que c'était déjà en marche. J'ai cliqué sur « Ne plus suivre » pour chaque membre de la famille, j'ai fermé l'ordinateur portable et je me suis murmuré « Ils veulent voir ce qui se passe quand la personne discrète prend enfin la parole ?» Commençons. Une semaine plus tard, j'ai reçu un courriel de ma banque. Objet, activité inhabituelle sur le compte. Demande de virement externe. J'ai cliqué dessus. Quelqu'un avait essayé d'accéder au compte de l'obligation, celui-là même d'où j'avais retiré les $6 200. Le moment était trop bien choisi. Ils devaient penser que je l'avais oublié ou, mieux encore, que j'étais trop émotive pour le remarquer. Ils avaient tort.
J'ai appelé la banque, j'ai tout confirmé et j'ai mis en place un nouveau pare-feu sur toutes mes finances. Pas d'accès conjoint, pas de nom de famille, pas de faille. Puis j'ai appelé Alexis. Nous devons voir plus grand, lui ai-je dit. Tu es prête, a-t-elle répondu. Ce week-end-là, nous avons co-organisé un gala pour les entreprises locales dirigées par des femmes. Devinez qui l'a parrainé? Le cabinet d'avocats du mari de ma sœur, à leur insu, par l'intermédiaire du réseau d'Alexis. Ils sont arrivés tout souriants, les mains tendues. Ils ne m'ont pas reconnu au début de robe rouge, cheveux lissés, une confiance en moi comme une armure. Mais quand le mari de ma sœur m'a vu sur scène prononcer le discours principal, j'ai vu sa mâchoire se crisper. Bien. La salle a éclaté en applaudissements quand j'ai conclu par « Ne laissez jamais personne vous asseoir à la table des enfants simplement parce que c'est vous qui l'avez installé ». Après l'événement, il m'a acculé dans un coin. « Est-ce que ta famille sait que tu fais tout ça ?» J'ai souri. Ils le sauront. Et oh, ils l'ont su. Le lendemain, ma mère a appelé. « Pourquoi ne nous as-tu pas dit que tu étais en ville ?» J'ai laissé le silence s'installer, puis j'ai dit, je me suis dit que j'allais porter mon bracelet D, inviter spectatrice, et garder mes distances. Clic. 2 heures plus tard, un message de groupe. Ma mère, tu dois t'excuser. Ça va trop loin. Mon père, n'oublie pas qui t'a élevé. Ma sœur, honnêtement, Riley, tu es cruel. Cruel? Non. Ce qui était cruel, c'était de me voir financer leur célébration pour ensuite me traiter comme une étrangère. Ce qui était cruel, c'était de m'utiliser, puis d'agir comme si je devais en être reconnaissante. Non, ce n'était pas de la cruauté. C'était de la lucidité. Et je n'avais même pas encore commencé. Le coup suivant est venu discrètement. Je n'ai pas crié. Je n'ai rien publié en ligne. J'ai juste passé un appel au gérant immobilier de la résidence secondaire de mes parents. Voyez-vous, ils avaient utilisé mon nom et mon crédit il y a 5 ans pour aider à co-signer la demande de location de la Maison du Lac, car leur propre code de crédit n'était pas assez solide. Ils avaient juré que c'était temporaire. Je m'occuperai des paiements, avait dit mon père. Tu nous aides juste à obtenir l'approbation. Mais devinez qui était encore inscrite comme locataire principal? Moi. Devinez qui avait encore un accès légal à la maison? Moi aussi. Je suis donc allé en voiture jusqu'à la Maison du Lac. J'ai changé les serrures. J'ai pris des photos de l'état de chaque pièce, j'ai rassemblé tous les avis de l'association des propriétaires non payés qu'ils avaient empilés sur le comptoir de la cuisine, et j'en ai envoyé des copies à leur adresse, en recommandé. Puis j'ai engagé un agent immobilier local et j'ai remis la maison sur le marché. L'annonce a été mise en ligne le lundi suivant, charmante maison de 4 chambres au bord du lac, maintenant vacante, prête à la vente. Je ne les ai pas prévenus, mais j'ai regardé les messages affluer. Mon père, tu ne peux pas faire ça. Tu dépasses les bornes. Ma sœur, c'est à cause de la fête prénatale? Sérieusement? Je n'ai répondu à rien de tout cela. J'ai juste laissé les documents parler plus fort que leur tentative de culpabilisation. Une semaine plus tard, ils se sont présentés à mon appartement la première fois depuis plus d'1 an. Je n'ai pas ouvert la porte. Ils ont frappé plus fort. Riley, sois raisonnable. On a des affaires là-dedans. J'ai ouvert la porte juste assez longtemps pour leur tendre un avis dactylographié. Vous avez 48 heures pour récupérer vos effets personnels. Les clés ont été changées. La propriété est en cours de vente. Ma mère se tenait là, stupéfaite. Mon père avait l'air d'avoir vu un fantôme. Tu es en train de couper les ponts, a-t-il dit. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Non. Je m'assure simplement de ne plus jamais me retrouver piégé sur l'un d'eux. J'ai refermé la porte. Le peine dormant s'est enclenché. Et pour la première fois de ma vie, leur silence ressemblait à la liberté. Ce n'était pas de la vengeance. C'était de la réappropriation. Et le règlement de compte ne faisait que commencer. La vente de la Maison du Lac a été conclue en 3 semaines. Propre, légal, rentable. 84 000 $ de bénéfices virés sur mon compte après avoir réglé leurs impôts fonciers impayés, les frais de réparation et les arriérés de l'association des propriétaires, que j'avais couverts d'avance. Et devinez quoi? Il n'y a pas eu de « merci », seulement de la rage. Ma sœur s'est déchaînée sur Facebook, une publication vague dégoulinante de manipulation, parfois,
les personnes les plus proches de vous peuvent être les plus sans cœur. La famille ne devrait jamais trahir la famille, surtout pour de l'argent. Les commentaires étaient brutaux. De vieilles tantes, des amis de l'église, même des cousins à qui je n'avais pas parlé depuis des années et tout le monde a pris son parti. Vraiment désolé, ma belle. Pleurant, l'argent change les gens. Tu ne mérites pas ça pendant ta grossesse. Personne ne m'a demandé ce qui s'était passé. Personne n'a même essayé de comprendre. Jusqu'à ce qu'Alexis m'envoie un message. Tu veux donner ta version des faits, ou on laisse notre travail parler plus fort? Je savais ce qu'elle voulait dire. Alors nous avons fait l'impensable. Nous avons lancé une mini-chronique publique, une publicité de style documentaire pour la nouvelle campagne de notre cabinet, de mise à l'écart à Meneuse. Elle racontait une histoire simple, une femme négligée par sa famille qui a bâti un empire à partir des morceaux qu'ils avaient brisés. Elle ne citait pas de nom, mais si vous saviez, vous saviez. La vidéo est devenue virale en 3 jours, 25 000 partages, des centaines de commentaires de femmes disant « La même chose m'est arrivée, j'ai ressenti ça au plus profond de mon âme, et, elle a dit ce que je n'ai jamais pu dire. » Puis est venue la demande des médias. Un réseau de femmes en ligne voulait m'interviewer, présenter mon histoire comme un « profil de courage ». Ils m'ont même offert une tribune à leur sommet à Washington. J'ai accepté. Ce soir-là, j'ai reçu un courriel de ma sœur. De longs paragraphes, un mélange de culpabilité et de flatterie. Elle me qualifiait de « brillante » et de « forte ». Disait qu'elle était « blessée » et « choquée » et qu'elle « voulait reconstruire ». Je l'ai lu 2 fois, puis j'ai cliqué sur « archiver ». On ne peut pas me rabaisser pendant des années et ensuite me faire des éloges quand le monde se met à applaudir. On ne peut pas m'appeler « famille » quand ça arrange. Parce que la femme que j'étais, elle aurait répondu. Mais la femme que je suis devenue, elle ne m'en dit pas l'appartenance. Elle choisit son cercle maintenant. Ils n'avaient pas fini. Quand le silence n'a pas fonctionné, ils ont essayé le sabotage. Une semaine avant le sommet, j'ai reçu un appel inattendu d'un numéro avec l'indicatif régional de ma ville natale. C'était mon ancien employeur, la société de financement que j'avais quittée il y a 2 ans. Bonjour, Riley. Juste pour vous prévenir. Quelqu'un a appelé notre service des ressources humaines pour demander si vous aviez déjà fait l'objet d'une enquête pour fraude. Mon estomac s'est noué. Ils m'ont assuré que cela n'aboutirait à rien, mon dossier était impeccable mais je savais déjà qui avait passé l'appel. Mon père jouait au golf avec l'un des associés principaux là-bas. Ils essayaient de salir ma réputation. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas paniqué. J'ai fait une capture d'écran du journal d'appel, j'ai pris des notes et j'ai tout transmis à mon avocat. Oui, un avocat. Parce qu'Alexis et moi ne nous contentions plus d'organiser des événements. Nous construisions quelque chose de réel, enregistré, assuré, protégé, et maintenant armé légalement. Ce soir-là, j'ai envoyé un dernier message à ma famille, tenté de me diffamer et non seulement vil, mais aussi passible de poursuites judiciaires. Si cela continue, je porterai plainte. Ne me contactez plus. Puis j'ai bloqué tous les numéros, tous les comptes, toutes les voies qu'ils pouvaient utiliser pour m'atteindre. Mais l'univers, aussi facétieux soit-il, avait une dernière épreuve. Le sommet. Mon discours principal. 200 femmes, des caméras, des diffusions en direct, et un message que je portais en moi depuis des années. Je suis monté sur scène, le cœur battant à un rythme régulier, sans script, juste la vérité. Quand les personnes qui sont censées vous protéger décident que vous êtes jetable, vous avez 2 choix, vous effacer ou vous élever. J'ai choisi de m'élever. Les applaudissements furent un tonnerre. En quittant la scène, j'ai vu une notification de message sur mon téléphone de secours privé, celui auquel seul Alexis avait accès. C'était une photo d'un numéro inconnu, une photo de mes parents assis sur le porche d'une maison presque vide. La légende disait, on ne pensait pas que tu la vendrais vraiment. Je l'ai regardé, non pas avec colère, mais avec un calme étrange. Parce que peut-être, juste peut-être, il commençait à comprendre. On ne peut pas continuer à prendre à quelqu'un simplement parce qu'il ne s'est jamais défendu auparavant. Certains d'entre nous ne se brisent pas. Nous nous transformons. Et quand nous le faisons, il n'y a pas de retour en arrière possible. Le sommet m'a ouvert des portes que je n'aurais jamais imaginées. En un mois, nous avons décroché 3 contrats d'entreprise, avons été présentés dans le magazine Business Weekly et avons doublé notre liste de clients.
J'ai emménagé dans un élégant appartement en copropriété avec vue sur le centre-ville de Denver. Des fenêtres du sol au plafond, un mobilier minimaliste, la paix dans chaque recoin. Et juste au moment où je pensais qu'il m'avait enfin laissé tranquille, une enveloppe est arrivée. Pas d'adresse de retour, pas de timbre, livré en main propre. À l'intérieur, une photo de bébé. Pas n'importe quel bébé, ma nièce. Et une note manuscrite de l'écriture tremblante de ma sœur, elle mérite de te connaître. S'il te plaît, ne la punis pas pour nos erreurs. Pour la première fois depuis des mois, j'ai hésité. Parce que je n'étais pas sans cœur. J'avais tenu cet enfant dans mes bras à sa naissance. Je lui avais acheté sa première couverture, celle avec des étoiles brodées. Mais je me suis souvenu du bracelet et de toutes les autres fois où ils avaient mesuré ma valeur en silence, en exclusion ou en culpabilité. J'ai glissé la photo dans l'enveloppe et je l'ai placée dans ma boîte ignifugée à côté de mes documents de fiducie et des papiers de ma société à responsabilité limitée. Ce soir-là, j'ai appelé Alexis. Je ne suis plus en colère, lui ai-je dit. J'en ai juste fini. Elle a compris. Le point final ne vient pas toujours avec des excuses. Parfois, il vient avec la compréhension que certains ponts brûlent pour une bonne raison pour que vous n'y retourniez jamais. Une semaine plus tard, j'ai reçu un message sur LinkedIn d'une femme dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis des années, une fille qui était dans ma sororité à l'université. J'ai vu ton discours. Je ne savais même pas que tu avais traversé tout ça. Ton histoire m'a aidé à quitter ma famille toxique. Merci. Et d'un seul coup, j'ai réalisé que mon histoire n'était plus seulement la mienne. Elle appartenait à chaque femme qui s'est déjà assise à une table de dîner et s'est sentie diminuée. À chaque fille qui a tout donné et n'a reçu que des miettes en retour. À chaque fille discrète qui a enfin élevé la voix et trouvé son pouvoir dans l'écho. J'ai souri parce que ceci était mon héritage maintenant. Pas un nom de famille, pas leur approbation, mais une vie que j'ai bâtie sans eux. Et je n'avais pas encore terminé. 3 mois plus tard, je suis retourné dans ma ville natale. Pas pour eux, mais pour moi. La ville était plus petite que dans mon souvenir, les rues plus calmes, mais je n'étais pas venu pour faire du bruit. J'étais venu pour finir quelque chose. Je suis passé devant la vieille église, le parc où j'avais l'habitude de m'asseoir et de rêver de m'échapper, et je me suis finalement garé devant la maison que j'appelais autrefois mon foyer. Elle avait l'air fatiguée, la peinture s'écaillait, l'herbe était trop haute, un endroit oublié, un peu comme la façon dont il m'avait traité autrefois. Je n'ai pas frappé. J'ai déposé une enveloppe dans la boîte aux lettres, scellée, sans marque, finale. À l'intérieur se trouvait un chèque de $6 200. Le montant exact que je leur avais offert à cette fête prénatale, celui qu'ils avaient rejeté en me collant un bracelet D, invité spectatrice uniquement, au poignet comme si j'étais inférieur à eux. La boucle était bouclée. Pas de mots, pas de nom, juste un point final. Alors que je m'éloignais en voiture, mon téléphone a vibré. Un numéro inconnu. Je n'ai pas répondu, parce que cette partie de l'histoire ne leur appartenait plus. Elle m'appartenait. Maintenant, je me réveille dans un lieu que j'ai choisi, entouré de gens qui me voient non pas comme un plan de secours, non pas comme un portefeuille, non pas comme la fille en trop, mais comme moi. Je participe à des tables rondes. Je sers de mentor à des femmes dont la voix tremble encore de la même douleur que j'ai autrefois portée en silence. Je vis à voix haute maintenant. Et quand j'entre dans une pièce, je ne demande pas une place. Je possède la table. Parce que ce qu'il y a de bien quand on est mis de côté, c'est qu'on apprend à se tenir debout. Et une fois qu'on y arrive, on devient inarrêtable. À la famille qui a pris ma gentillesse pour de la faiblesse, merci. Parce que tout ce que vous m'avez refusé, je l'ai bâti par moi-même. Et maintenant, je ne suis pas seulement la fille que vous avez sous-estimée. Je suis la femme que vous ne rattraperez jamais.